Bonjour et bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Nous allons parler de ce pèlerinage ensanglanté, le drame de Mina. On va également parler de cette nouvelle entente entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme. Et le dernier thème de l'émission, ce sera ce heureux dénouement au Burkina Faso avec le démantèlement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle et l'arrestation du général Djendjere. Des questions qui seront abordées par nos invités à Ramtiam du Républicain. Mam Diarra Diop du journal du Mali.com qui va sans doute nous rejoindre d'un instant à l'autre, Ousmane Bamba de Info7 et Serge Daniel, journaliste écrivain. Pèlerinage endeuillé, de nombreux fidèles, 700 selon des estimations, ont trouvé la mort suite à une bousculade. C'était au cours du rituel de lapidation du Satan. Au Mali, le bilan officiel fait état d'une soixantaine de victimes. Après avoir décrété 3 jours de deuil national, une prière collective a été organisée vendredi dernier pour le repos de l'âme des disparus. Des retours de la Mecque, le ministre des Affaires religieuses et des cultes, Thierno Diallo, a animé ce matin un point de presse. Notre reporter lui a posé la question au jour d'aujourd'hui, quel est le bilan? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a eu changement ou pas? Nous l'écoutons ici. Un bilan exact, ne vous attendez pas à ça tout de suite. Ça, moi, je préfère vous parler franchement. Ça c'est de la manière dont je vous ai dit. Vous avez au moins 600 corps calcinés par électrocutation. Alors, vous avez combien de corps piétinés par le monde, la foule? Alors, ces éléments, où tout indice d'identification est parti, les bracelets, les badges au cou, tout est parti. Alors, voilà, je vous l'ai dit. Certains, même pour s'échapper, ont laissé le tissu blanc, la tenue. Alors, voilà, donc, c'est un travail qui va prendre du temps. Je pense que le message qu'il faudrait envoyer envers les uns et les autres, c'est d'être dans cette logique de la volonté de Dieu. C'est d'être dans cela et de se rassurer. Et je le dis, chacun d'entre nous attend son jour. Certainement qu'on n'aurait pas souhaité mourir calciné ou électrocuté. Mais c'est ce que le sort en a souhaité, en a voulu, pour que ceux-ci rentrent dans le paradis divin. Alors donc, prions pour que leur âme repose en paix. Et nous aussi, soyons de ceux-là qui acceptent la volonté de Dieu. Pauvres créatures que nous sommes. Le ministre des Affaires religieuses sur le drame de Mina, Monsieur Bamba. La question, elle est tellement sensible, souvent qu'on se demande par quel bout, par quel angle aborder cette bousculade meurtrière de la Mecque. Vous, comment est-ce que vous l'abordez, cette question? Moi, je pense que ce qui s'est passé à Mina est d'abord très regrettable. Je crois que c'est là une défaillance aussi de l'organisation humaine. Et d'après des sources bien introduites auprès de la Mecque, comme du reste d'ailleurs ce que le roi a révélé les premiers jours de cette tragédie, c'était dû à un manque de discipline de la part de pèlerins. Et nous avons essayé de voir auprès de nos sources, certaines nous indiquent clairement qu'effectivement, par exemple pour le cas du Mali, le drame est survenu entre 8h et 9h, quand la délégation du Mali était programmée à quitter son site à partir de 10h. Alors la question que les autorités s'étaient posées à l'époque, en tout cas ceux qui étaient sur le site, comment se fait-il, comment expliquer alors que les pèlerins maliens soient retrouvés parmi les morts pendant que ce n'était pas le programme officiel qui leur avait été donné. Donc c'est là où j'ai compris que réellement c'était peut-être aussi une question de discipline et de respect de la programmation qui avait été faite par les autorités. Mais au-delà de ça, et tout le monde sait que c'est dû à l'arrivée, d'après beaucoup de sources que nous avons eues, c'est dû à l'arrivée à contresens du prince héritier du trône. Alors, la question qu'on se pose, comment cela a pu arriver? Comment cela a pu arriver? Serge Daniel, c'était pas la première fois. En 1990, par exemple, il y a eu 1500 morts, 270 morts en 1994, et plus proche de nous, 251 morts en 2004 et 364 en 2006.
Ça veut dire que ça devient récurrent, constant. Est-ce que là, ce ne sont pas les autorités saoudiennes chargées de l'organisation qui sont un peu interpellées? C'est vrai, ce n'est pas leur souhait qu'il y ait ces drames-là, mais ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième fois. Oui, non, mais c'est évident qu'après le deuil, c'est quand même le temps des questions. J'écoutais le ministre tout à l'heure, fataliste, le fait de Dieu, etc. Oui, mais il faut savoir ce qui s'est passé réellement. Et à mon avis, ce n'est pas seulement une affaire d'indiscipline. J'ai entendu cette version des faits, c'est-à-dire que les pèlerins devaient partir à 10 heures, ils sont partis avant. On a évoqué aussi le rôle d'un prince saoudien. Est-ce qu'on lui a ouvert un couloir ou une rue? Alors, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Je pense que les autorités saoudiennes sont en partie responsables de cette confusion parce qu'elles ont très très peu communiqué sur ce qui s'est passé. Vous avez des ambassades d'Arabie Saoudite dans la plupart de ces pays. On n'a jamais entendu parler d'un communiqué ou d'une intervention. Il faut qu'il puisse avoir, à mon avis, une enquête internationale sur le sujet pour même si on admet ce qui s'est passé parce que c'est la volonté de Dieu, c'est quand même le fait religieux, tout le monde est sensible à ça. Vous avez vu ici que ce soit les imams, les politiques, tout le monde est d'accord qu'il faut accepter le fait de Dieu, mais il faut savoir quand même ce qui s'est passé pour que ça ne se répète plus. Et là, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Ce qui me vient à l'esprit, j'aimerais insister là-dessus, c'est que les autorités saoudiennes ne disent pas toute la vérité sur ce drame qui est survenu dans leur pays. Je parlerai tout à l'heure, après Adam Thiam, de la responsabilité côté malien de ce qui s'est passé. Ok, Adam, est-ce qu'il faut s'en tenir à cette justification de volonté divine, tout simplement, ou est-ce qu'il faut aller peut-être au-delà? Alors, déjà, la première chose à faire, c'est quand même d'avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui sont morts à la Mecque, nos compatriotes comme les autres. C'est un coup du sort extrêmement difficile. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de blessés, il y a de portées disparues. Et vraiment, vous avez raison de parler d'un pèlerinage ensanglanté. Mais ce n'est pas la première fois. En 40 ans, donc depuis 1975, il y a eu 13 accidents meurtriers à la Mecque et la plupart se déroulent à Mina. Et donc Mina est le talon d'Achille du pèlerinage. Les Saoudiens le savent. Ils ont fait énormément d'efforts pour éviter effectivement les tragédies comme celle de 90 qui a fait 1400 morts. N'oublions pas quand même que en 1932, il y avait 20 000 pèlerins. En 2013, il y en avait 2 900 000. Donc c'est beaucoup. La gestion du flux est la question la plus difficile dans une situation de ce genre. Maintenant, pour revenir aux arguments, je ne pense pas qu'on doive s'installer dans la polémique ou je ne pense pas qu'on doit être défensif. Ce qui s'est passé à la Mecque, le Mali n'a aucune responsabilité là-dedans. Il est possible que même l'Arabie Saoudite n'ait pas de responsabilité là-dedans parce que l'affaire du prince n'est pas vérifiée. On en a entendu parler. Si ça s'est passé, effectivement, c'est ça l'explication. Donc ce n'est pas le fait que les Maliens sont sortis à 8 heures, c'est peut-être parce que des issues avaient été bloquées. Mais il faut attendre parce qu'il y a une enquête en cours. Ce que nous pouvons dire simplement, c'est que de toutes les mesures qui ont été prises, la plus utile est celle de la mise en place d'un comité de gestion des crises, parce que c'est ce qui permet au gouvernement, à l'État et aux agences de voyage de se mettre ensemble pour comparer les chiffres. Et le fait est que nous avons eu quand même quelques bilans contradictoires, et ça, c'était pas nécessaire. Ok. Effectivement, ni le Mali ni l'Arabie Saoudite ne sont responsables des faits, mais au niveau de la gestion de la crise, Serge Daniel, l'autre jour, on a entendu le président du Haut Conseil islamique qui n'est pas allé du dos de la cuillère pour appeler le président de la République à assainir un peu le milieu des agences de voyage qui organisent le pèlerinage. Souvent, ils sont beaucoup plus commerciaux que religieux. L'aspect bénéfice est en train de prendre le pas sur l'aspect
religieux, culturel. Et c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas su, jusqu'à présent, on n'a pas des nouvelles de certains Maliens, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y a un collectif qui a d'ailleurs été créé. Parce que M. Malik Ba, par exemple, qui est le président de l'Union des jeunes... Makiba, qui est le président de l'Union des jeunes musulmans du Mali, me disait encore il y a 2 jours, il y a des agents de voyage qui s'intéressent plus au côté business qu'au côté religieux de la chose. Donc il faut réorganiser aussi ce secteur, parce qu'à mon avis, le Mali, les agences de voyage, le gouvernement a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé, mais dans la gestion, si vous voulez, de la crise. Ce n'est un secret pour personne. Vous savez qu'il y a par exemple actuellement, sur le territoire malien, des pays... Des citoyens de pays voisins qui sont là en train d'attendre leurs pèlerins parce que visiblement ceux-là ont voyagé sur le quota du Mali par exemple. Vous savez les circonstances dans lesquelles par exemple certains obtiennent des visas. Donc il faut réorganiser ce secteur-là parce que ce n'est pas à mon avis normal qu'il y ait pour 9000 pèlerins officiellement qu'il y ait par exemple une centaine d'agences de voyage qui organisent le pèlerinage, plus la filière gouvernementale. Ça fait un peu désordre à mon avis, et c'est pour ça que je trouve que l'ami Diko du Haut Conseil islamique a parfaitement raison de pousser ce coup de gueule. On a parlé de 169 agences de voyage pour les 9000 pèlerins. C'est trop peut-être, M. Bamba? Moi je pense que on ne peut pas ici penser si c'est trop ou pas. Si le gouvernement a donné ces autorisations, probablement qu'ils ont d'autres réalités que nous n'avons pas. Mais ce que je voulais simplement dire, je ne suis pas d'accord quand on dit que la Mecque n'est pas responsable, le Mali n'est pas responsable. Je pense que d'abord, c'est les autorités saoudiennes qui sont... Personne ne l'a dit. Non, il y a une c'est ce qu'il a dit. Voilà, donc il faut d'abord dire que c'est organisé par la Mecque. S'il y a des problèmes, quoi qu'il arrive, c'est eux qui doivent d'abord prendre la responsabilité. Et ce qui m'a gêné, c'est que c'est les pays qui envoient maintenant des messages de condoléances à l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite ne le fait aux pays qui ont perdu des pèlerins. J'ai vu notre président adresser ces condoléances, c'était bien. Mais nous attendons que l'Arabie Saoudite aussi... on a peut-être voulu dire que l'Arabie Saoudite, en accueillant les pèlerins, c'est eux qui sont responsables de l'organisation. C'est pas son souhait qu'il y ait des drames pareils ça, c'est évident. Les lieux saints. Ouais. Moi, je pense que ce qu'il faut éviter à ce stade précis, c'est la polémique et l'amalgame. Je ne pense pas que le drame de Mina est lié aux agences de voyage. Il n'est pas lié aux agences de voyage. Il faut chercher, il faut situer les responsabilités. Parce que, mais tu ne vois pas en cause leur organisation un peu aussi? Non, mais ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Ce dont nous parlons ici, c'est le drame de Mina. Le drame de Mina n'est lié à n'est la responsabilité d'aucune agence. C'est peut-être la responsabilité de la sécurité, c'est peut-être la responsabilité des pèlerins eux-mêmes s'ils ont cédé à la panique ou s'ils ont fait de l'indiscipline, comme on a dit. C'est peut-être la responsabilité de l'Arabie Saoudite si le prince est arrivé à cet endroit qui n'est pas réservé aux VIP, parce qu'on sait que les VIP, c'est dans le tunnel qu'ils vont, donc on peut, sauf si la partie faire du tourisme. Donc, je ne crois pas que cette question soit liée... Les enquêtes ne sont pas terminées. Voilà, non, je ne crois pas... Même si les enquêtes sont terminées, je ne pense pas que l'argument des agences de voyage explique aujourd'hui la tragédie de Mina. Tu penses qu'il c'est un autre problème qui se pose, qu'il faut gérer après. Et puis, même la question de la gestion du flux, c'est-à-dire il y a beaucoup de pèlerins, c'est vrai, mais n'oublions pas quand même que le pèlerinage en Iran ou à Kerbala, etc., génère plus de monde. Ça génère plus de monde. Donc, il va falloir que l'Arabie Saoudite prenne le taureau par les cornes. Il va falloir que les pays soient mais vraiment aussi très responsables vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, parce qu'il ne faut pas que des événements comme ça se répètent. Oui, une bousculade ne doit pas... Et surtout le bilan, parce que même du côté de l'Arabie Saoudite, on n'est pas sûr d'avoir le bilan. Et c'est ça qui explique qu'au Mali, par exemple, que nous n'avons pas de chiffres précis, qu'au Sénégal, nous n'avons pas de chiffres précis, qu'au Niger, nous n'avons pas de chiffres précis. C'est que l'Arabie Saoudite elle-même ne sait pas. Et ça me paraît grave. Sur les disparus, très rapidement, moi je voulais quand même me permettre de dire quelque chose sur les disparus. C'est que vous avez aujourd'hui des familles maliennes qui n'ont toujours pas les nouvelles de leurs parents. Le ministre, tout à l'heure, disait qu'il faut accepter le fait de Dieu, c'est vrai. Mais peut-être que c'est également de la part
de la responsabilité, je veux dire, du gouvernement malien de créer il y a une cellule de crise qui a été créée, mais d'apporter un soutien à ces parents-là qui passent leur temps, avec raison d'ailleurs, à appeler la presse, à appeler des numéros sur Internet, etc., pour savoir le sort de leurs parents. Il faut qu'on ait le sentiment que le gouvernement apporte son soutien, ne serait-ce que moral, ne serait-ce que psychologique. Justement, à ces parents-là. La gestion de l'après-crise, M. Bamba, diffère selon qu'on soit d'un pays ou dans un autre. D'autres ont mis rapidement des cellules de crise, des numéros verts. On a été souvent témoin de gens qui ont vu, qui ont appris la nouvelle de la disparition de leurs proches sur Internet, sur les réseaux sociaux. En termes de suivi psychologique, ça fait souvent très très mal. Oui, moi je pense qu'on a vraiment beaucoup à faire. Il faut qu'on s'améliore. Je prends par exemple, les technologies permettent souvent, si elles sont associées par exemple à la cellule de crise, de nous aider à retrouver par exemple des morts. Moi je prends par exemple nos opérateurs télécoms. L'un des réflexes qu'on aurait pu avoir, c'était peut-être de décréter même la gratuité des appels entre l'Arabie Saoudite et le Mali et vice-versa pendant la période de crise. Peut-être que des pèlerins sont sur le site, ils n'ont même plus les moyens de téléphoner ou qu'ils n'ont même plus le réflexe de recharger un portable parce que quand le choc est terrible, on perd ses repères. Alors, à l'échelle nationale aussi, on ne sent pas que réellement il y a autant de morts du côté malien. Je ne sens pas, mais la cellule de crise qui vient d'être mise en place, très peu de Maliens savent comment elle travaille. Il n'y a pas de téléphone connu, il n'y a pas d'adresse. Il y a un numéro vert et tout. Il n'y a pas de communication. Okay. Adam, qui veut ajouter quelque chose? Il est évident qu'il y a un problème de réactivité quand on compare à ce qui s'est passé ici à certains pays. Il a même fallu que le président interrompe son voyage d'Arabie Saoudite, ce qui n'était pas nécessaire parce que normalement il y a un gouvernement, aux États-Unis, il y a un gouvernement. La première chose qui aurait dû être faite, c'était la mise en place d'un comité de crise. Or, on a commencé par décréter 3 jours de deuil. Tous les veillées funèbres, les lectures, tout ça c'est très bien, mais il y a, comme Serge l'a dit, il y a beaucoup de Maliens qui sont sans nouvelles de leurs parents, et c'est beaucoup, c'est plus de la centaine, il semble, de portées disparues, et ce n'est pas facile de les retrouver parce que peut-être même on ne peut rien faire sans l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite même doit avoir beaucoup de problèmes pour remonter, en fait, pour vérifier les informations. Et je crois que on apprend. Il faut apprendre de cette crise. La première chose, c'est la cellule de crise et c'est la gestion, la communication de crise. Tout ça a manqué, je crois. Okay. Serge, est-ce qu'il n'y a pas un risque de récupération de ce drame au niveau géopolitique, par exemple, de cette sous-région? On a vu l'Iran qui a exigé le rapatriement de ses corps. Le Yémen aussi s'en mêle. Il y a eu cette caricature de Washington Post qui n'était pas du tout vraiment catholique. C'est vrai que comme toutes les religions, l'islam aussi a souvent ses ennemis. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une tentative de récupération de ce drame? Oui, il y a 2 tentatives de récupération. Vous avez parlé de l'Iran. Vous savez que les Iraniens ne sont pas grands copains aux Saoudiens. C'est des chiites. C'est des chiites, les autres sont des sunnites. Voilà. Et donc, effectivement, sur ce plan-là, il peut y avoir une tentative de récupération en disant, oui, nous contestons le pèlerinage, la manière de l'organiser. L'Iran a tapé du poing sur la table en disant clairement, renvoyez-nous nos corps, parce que c'est quand même le pays qui a enregistré le plus grand nombre de victimes. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait des tentatives de récupération. Des photomontages aussi. Mais il faut pouvoir, encore une fois, tirer les conclusions, les leçons nécessaires. C'est pour ça que je ne partage pas l'avis de Adam Thiam sur la question. En circonstances atténuantes, il vient de passer un bon mois au Niger. C'est que il est de la responsabilité. Je trouve que des agences de responsables, des agences de voyage au Mali sont également en partie responsables de ce qui s'est passé sur la gestion de la communication du nombre de personnes disparues, par exemple. Je trouve qu'il faut réorganiser ce secteur-là. Ouais. Okay. Non, moi je ne sais pas. Le gouvernement lui-même a dit qu'on a 60 morts. Okay. Ah, mais maintenant, le ministre dit qu'on n'est pas... Le ministre dit le ministre n'en demeure pas moins qu'à l'heure où je vous parle, le gouvernement a déjà donné un bilan. Mais le ministre vient de parler. Dans un autre extrait de l'interview, il parle de 70 morts à peu près, que ça évolue. Non, mais c'est que ça évolue. Ça évolue et franchement,
personne n'y peut rien. Ça évolue. Il y a des gens qu'on ne trouvera pas. Il va falloir le comptabiliser parmi les morts. Il y a des gens qu'on a retrouvés même hier. Il a absolument raison de dire que toute la vérité ne peut pas être su tout de suite. Parce qu'il y a des recherches en cours, il y a des enquêtes en cours. Cela ne doit pas nous amener à occulter les choses. C'est-à-dire que le bilan de 60 morts, de 70 morts, je crois que le président l'a même dit, malheureusement, il peut évoluer. Hein, il peut évoluer. On souhaite que ça s'arrête là, mais il peut évoluer. Sur la géopolitique, alors sur la géopolitique, non, mais c'est connu le problème entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais cette fois-ci, ce que l'Iran a voulu mettre à l'index, c'est la manière dont l'Arabie Saoudite voulait dédramatiser cette affaire. C'est les arguments utilisés par l'Arabie Saoudite qui incriminent des pèlerins, alors qu'il y a eu des failles sécuritaires. Je vous dis que les pèlerinages chiites engendrent beaucoup plus de monde que le pèlerinage à la Mecque. C'est des dizaines de millions qui font le pèlerinage. Et donc, le problème est, quoi qu'on dise, un problème de gestion de flux. Donc, il y a eu des failles à ce niveau. C'est normal. Il faut que l'Arabie Saoudite le reconnaisse. C'est ce que l'Iran a choisi déjà, à mon avis, comme argument, mais d'autres vont s'en mêler. On a vu simplement que les pays africains, bon, je prends l'exemple sur Macky Sall, essayer de dire peut-être que oui, il y a un problème d'organisation des délégations, etc. C'est peut-être vrai, mais c'est pas, même le désordre dans les délégations ne doit pas expliquer ce qui s'est passé à Mina. Bamba. Tu as vu par exemple la boutade du Qatar qui se propose d'ailleurs à l'organisation de la Mecque 2000 comme si c'était un événement sportif. Comme si c'était la Coupe du Monde. Voilà. Mais ce que je voulais simplement dire, aujourd'hui par exemple, quand le pèlerin a perdu tout identifiant, comment le reconnaître? Ce n'est que par des tests ADN. Et nous, par exemple, dans nos pays, nous n'avons pas de base de données ADN. Même si on retrouve des restes de pèlerins sur place, on ne peut pas faire des analyses pour savoir d'où ces pèlerins proviennent. Donc ça montre aussi, encore une fois de plus, l'organisation de nos États et puis le fait que cette base n'existe pas. Sinon, normalement, théoriquement, quand on connaît le nombre de visas qui a été délivré, quand on connaît par agence de voyage la liste des pèlerins, on devrait soit pouvoir les classer parmi les disparus ou parmi les morts. Voilà. Mais dire qu'on ne sache pas aujourd'hui le nombre de pèlerins maliens, leur situation exacte, me semble être... Oui, non, mais c'est normal. Même hier, on a retrouvé des gens qui étaient portés disparus. Mais on peut quand même les classer parmi les disparus en entendant mais ils sont classés parmi les disparus. Ils sont classés par tous ceux qui ne sont pas morts. Tous ceux qui ne sont pas morts, identifiés comme morts ou blessés, sont portés disparus. À la décision du gouvernement, il y a d'ailleurs une liste officielle. Dans un casier, c'est écrit liste des supposés disparus. Liste des disparus, liste des blessés. Donc, il faut dire quand même qu'ils ont fait quelque chose. Ok. Deuxième thème de l'émission, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme désormais ensemble pour asseoir une paix véritable et définitive au Mali. Les deux entités passent désormais du duel au duo. Est-ce que Serge Daniel, de duel à duo, c'est trop beau tout ça? Est-ce que ça peut aller loin? Monsieur Jourdain qui fait des vers sans s'en rendre compte, duel duo. Sans en avoir l'air. Sans en avoir l'air. Non, mais je pense que moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris par ce qui arrive. J'espère que ça va continuer. Le gouvernement a bien joué sur ce point. C'est-à-dire que vous avez eu des accords d'Alger, le comité de suivi, donc il y a un cadre avec la médiation internationale, mais de l'autre côté, le gouvernement a engagé des négociations directes avec les rebelles. Je pense que ça a été le résultat. Vous avez des anthropologues, vous avez des universitaires, des spécialistes qui conseillent le gouvernement, et on a encouragé le gouvernement à aller dans ce sens. Je crois que c'est une bonne chose. Vous avez quoi aujourd'hui? Vous avez les deux principaux groupes rivaux impliqués dans le processus de paix qui disent nous allons quand même faire la paix. Qui repartent à Anéfis, dans la localité d'Anéfis, qui était un point de divergence. La deuxième chose, qui est quand même important, c'est la lutte du cantonnement, parce que l'ancien ministre malien de la Défense, Boubé, disait récemment que, en fait, ce qui se passe, c'était aussi la lutte pour le cantonnement. Évidemment, on se bat, les groupes veulent être cantonnés là où ça les arrange. Et subitement, vous avez les groupes armés pro-gouvernementaux qui disent, nous avons proposé 6 sites de cantonnement.
Les rebelles disent nous avons proposé 6 sites de cantonnement. Et comme si tout le monde était d'accord, le processus avance. Je pense que c'est une bonne chose. Cela ne veut pas dire que c'est le retour définitif de la paix, mais vous avez des groupes qui sont en train de se réconcilier sur le dos de certains. Cela dit, et j'en aurais terminé, il ne faut pas oublier qu'il y a des groupes que j'appelle les nini, c'est-à-dire qui ne sont ni majoritaires, groupes armés pro-gouvernementaux, ni rebelles, ceux qu'on appelle les complices 15, qui ne sont pas encore intégrés dans le processus de paix et il faut pouvoir les intégrer. C'est ma plateforme, un attelage pour nous conduire vers la paix, M. Bamba? Bon, d'abord, à l'origine du problème, c'est le problème du complice 15. Parce que lors de la première signature, ils n'étaient pas là. En tout cas, ils n'ont pas été signataires. Donc c'est un groupe qui a été signé, qui est né après la première signature. Donc on pensait qu'ils auraient pu intégrer le processus en signant le 20 juin. Ça aussi, ça n'a pas été fait. Maintenant qu'on le reconnaît ou qu'on leur fasse une place dans le processus, ne plaît ni à la CEMA ni au GATIA. Mais en réalité, du duo au duel, comme on appelle, du duel au duo, vous l'avez dit, le fait qu'ils s'entendent maintenant pour parler de la paix confirme dans l'opinion publique le fait que les groupes-là, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. En réalité, c'est le même. Ils jouent au gré des situations. Tantôt c'est SEMA, tantôt c'est GATIA. Le GATIA nous avait habitués à ça, mais quand on voit la configuration, pas ethnique, blanc, bonnet, turban, blanc, blanc, turban. C'est la même chose. Hein. Serge le connaît mieux. Parce que, non, mais à Bongo, je sais pas, en 2000, quand on a fait le 22 septembre à Kidal, on était là avec les Bangots. Oui, donc quand tu vois la configuration. connaît mieux. Ah bon, on les a rencontrés à Niamey. Peut-être les Touaregs du Niamey, pas ceux du Mali, peut-être. Mais non, je voulais simplement dire, quand on voit la configuration ethnique, non? Tribal, voilà. La configuration tribale de ces groupes, ça en dit long. Le GATIA, c'est en majorité, d'après jusqu'à présent, des Imrad, qui, du point de vue de la stratification sociale, sont considérés un peu par les Ivouras comme étant des vassaux. Et pourtant, c'est eux les majoritaires. Si on va, moi je pense que c'est un combat pour la démocratie en fait. C'est ce que nous avons dit dans une de nos sorties. Le GATIA veut qu'on aille à la démocratisation. Eux, les Imrad, pas les Imrad, je dirais les Ivouras, eux, c'est pas ce qui les arrange parce que c'est l'aristocratie locale et les minoritaires. Si on va à des élections transparentes, libres et crédibles, donc c'est le renversement de l'image sociale qu'on a aujourd'hui du Nord qui va se passer. Et je crois que tout le combat en réalité, ce n'est que ça. Combat pour ou contre la démocratisation. C'est ça en fait pour moi. Okay. Aramcha. J'aime bien l'expression du duel au duo. Je crois que le duo existe maintenant parce que le duel n'était plus tenable. Oui. Le duel n'est plus tenable parce que la CMA est à bout de souffle. Il a même fallu une ceinture de la communauté internationale pour empêcher le GATIA, effectivement, de régler militairement le problème. Le GATIA ne peut pas tenir. Il n'a pas la communauté internationale avec elle. Il n'a peut-être pas le droit non plus avec lui. Et les bases arrières sur RFI, l'Algérie... Le GATIA n'a pas le droit avec lui. Non, mais il y a un accord qui est signé. Il y a un accord qui est signé. Oui. Et puis, au nom de cet accord-là, on ne peut pas, effectivement, on ne peut pas conquérir d'autres espaces. Oui. Hein. Donc c'est ça le droit. Hein. C'est ça le droit. C'est mieux de l'éclaircir comme ça, voilà. Sinon ça paraît. Non mais c'est ça le droit. Je ne parle pas de la des désirs du Sud. Les désirs du Sud, c'est différent. Maintenant, et puis les bases arrière sur RFI, parce que c'est l'Algérie qui est à la manœuvre quand même, hein, pour toutes les rencontres qu'il y a eu à Néfis et autres. Et le Burkina n'est plus un sanctuaire. Hein, donc il va falloir que les gens aille très très vite trouver une espèce de paix des braves. Mais est-ce que une paix des braves entre GATIA et CMA peut se faire ne se fera pas au détriment de l'État. On ne sait pas, il faut voir ce qui va se passer. Et puis, il y a les autres déterminants, à mon avis, de la sécurité au Nord, pour parler comme les universitaires. C'est la question. Les autres communautés, il y a les Songhai qui sont là-bas, et puis les autres régions, parce que pendant que
à Gao, Kidal, ça se pacifie un peu, il y a quand même pratiquement une recolonisation rampante de la région de Tombouctou. Ça va jusqu'à ériger des péages, n'est-ce pas, dans les frontières. Et la dernière chose, c'est, lui il l'a mentionné, ça va être le partage maintenant du pouvoir. Parce que c'est l'arithmétique locale qui quand même pourrait s'imposer demain aux privilèges qu'avait l'aristocratie. Et c'est ça le fond du conflit, Imrad-Iforas. Je ne sais pas si ce que nous avons maintenant n'est pas simplement un moyen de calmer le jeu pour aller aux affrontements plus tard. C'est ce qui frappe. Ensuite, Bamba, parce que Bamba ici, c'est chacun son tour. Mais ce qui, moi, me frappe, c'est vraiment le discours des interlocuteurs. Lorsque vous discutez aujourd'hui avec Ould Matali, par exemple, qui est de la plateforme, qui à un moment avait un discours guerrier, le ton est vraiment calme, le ton à la réconciliation. Lorsque vous parlez avec votre ami Al-Mouad Mohamed de la SEMA, c'est très articulé, on veut aller vers la paix. On sent vraiment une nette décrispation de part et d'autre, et je voulais quand même me permettre de le souligner. Oui, M. Bamba. Non, moi, je voulais dire aussi qu'il y a un point qu'on oublie dans la gestion de cette crise au Mali, c'est la position du Mali par rapport, par exemple, au Sahara occidental, par exemple. Nous sommes en train de jouer diplomatiquement entre l'Algérie et le Maroc. Il faut que le Mali fasse son choix. On se rappelle quand paix à son âme, Maître Blonenby était ministre des Affaires étrangères, ils avaient fait une position, et c'est grâce au Mali d'ailleurs que le Sahara occidental avait été reconnu à l'UA. Alors, le Mali est en train de jouer entre les deux. Tout le monde sait aujourd'hui que si on veut être réaliste, de mon analyse, la puissance algérienne est la seule que nous pouvons soutenir. Parce que nous avons plus de frontières avec l'Algérie. L'Algérie a une certaine, pas mémise, mais l'Algérie a son mot à dire en Mauritanie. Parce que la Mauritanie, qui avait des prétentions sur le Sahara occidental, a renoncé probablement à la suite des pressions algériennes au-delà. Et nous, et quand vous avez été au nord... Est-ce que sans l'avoir fait vous avez été au nord à Kidal, par exemple, cette population, cette partie du Mali vit au crochet des produits algériens. Monsieur Bamba, est-ce que le Mali n'a pas fait son choix entre l'Algérie et le Maroc, avec les visites du roi, les percées des entreprises marocaines au Mali, la coopération qui se densifie? Est-ce que, sans vouloir avoir à le dire directement, le Mali n'a pas fait son choix? Jusqu'à présent, officiellement, le Mali n'a pas retiré sa reconnaissance à la RSA. Okay. Ça, c'est dans les faits. Et ce que vous avez dit, effectivement, quand on essaie de lire à travers les lignes, on peut arriver à cette conclusion, mais c'est une mauvaise position pour nous. Là, le contre-exemple parfait de ce que Bamba a dit, c'est le Niger. Ils ont une longue frontière avec l'Algérie, mais ils ne reconnaissent pas le Sahara espagnol. Ceci dit, le Sahara occidental. Ceci dit, c'est vrai que la population de Kidal est plus connectée. Kidal, tout le nord, est plus connectée à l'Algérie que le Mali. Mais je ne crois même pas que la question soit là. La question, c'est quels sont les facteurs d'insécurité que nous avons? Est-ce que l'Algérie nous aide à les régler tous? Il y a quand même le problème djihadiste qui reste posé, et c'est à mon avis aujourd'hui le risque de l'épicentre de l'insécurité se déplaçant vers la région de Mopti, avec les connexions prouvées entre des gens comme Amadou Koufa et Iyad, qui semblent bénéficier de protection, entre guillemets et au pluriel, de protection dont peut-être celle de l'Algérie. À mon avis, c'est ça les vraies questions qu'il faut poser. Okay. Pourquoi quelqu'un comme Iyad vit-il dans une totale impunité? Je pense d'ailleurs que le Mali a intérêt à rester sur cette position-là. Laquelle le Mali pratique aujourd'hui le nini en ce qui concerne l'affaire du Sahara occidental. Il y a un processus qui est en cours devant les Nations Unies. Le Mali dit qu'il faut que le processus suive son cours. Donc ce n'est pas, à mon avis, de l'intérêt du gouvernement malien de dire aujourd'hui nous reconnaissons la RAST à 100%, etc. Non, je pense que c'est clarifié, quoi. Non, il vaut mieux rester sur cette ligne médiane, sur une espèce de rasoir en disant ben non, il y a une résolution des Nations Unies, nous suivons cette résolution des Nations Unies. Il vaut être clair. Il vaut mieux être clair. Parce que les intérêts sont... Il vaut mieux être clair. Mais la question du Nord, ce n'est pas lié à la question du Sahara. Non, mais moi je pense, c'est-à-dire que vu comment on appelle la face visible, invisible de l'iceberg, c'est bien ça. Parce que c'est les positions. Pourquoi l'Algérie est retournée dans le processus? Au départ, c'était pas donné. On pensait à l'immigration marocaine. C'était d'abord aussi avec le Burkina. Pourquoi l'Algérie est revenue? Et jusque de l'indépendance à nos jours, tous les accords maliens
sont signés par l'Algérie. Parce que l'Algérie tient à dire son mot. Après la Mauritanie, c'est le pays avec lequel on partage le plus grand nombre de frontières. La question que j'avais envie de poser, c'est est-ce que la CMA et la plateforme ne renvoient pas un message à la communauté internationale pour dire que la paix au Mali, ce n'est ni la communauté internationale, ce n'est ni le gouvernement malien, mais ce sont les communautés locales. Si elles sont d'accord, tout le monde va les suivre. Moi, c'est tout à fait mon sentiment. Parce que depuis cette entente-là, il n'y a quasiment pas d'attentats, c'est calme, c'est tout à fait mon sentiment. Et quand vous allez plus loin en discutant, en échangeant en privé avec ces responsables, que ce soit de la plateforme ou de certains de la CEMA, vous avez l'impression que ces responsables regrettent aujourd'hui l'implication à outrance à un moment de la communauté internationale dans le conflit du nord du Mali. Ce qui se dit, quelqu'un m'a dit récemment, ce serait cruel de citer son nom, il dit peut-être que s'il n'y avait pas eu des intervenants extérieurs, nous n'en serons pas arrivés là. Je pense qu'il faut poursuivre, mais cela ne veut pas dire que désormais nous sommes sur les rails de la paix à 100%, il peut y avoir des escarmouches, il peut y avoir des coups de canif, etc. Mais je pense que de part et d'autre, il y a une ferme volonté d'aller de l'avant, d'arriver à la paix, parce qu'ils vont être cantonnés dans des endroits peut-être pas loin les uns des autres, mais vous verrez, c'est toujours l'histoire des contrôles des routes du Nord. Parce que quand vous dites il y a 6 sites de cantonnement à tel endroit, 6 autres sites à tel endroit, vous allez voir que les deux groupes vont dépendre l'un de l'autre. C'est-à-dire que pour quitter ici, pour aller par exemple à Tizawaten, c'est-à-dire la frontière avec l'Algérie. Oui. Avec l'Algérie, vous êtes obligé de traverser une zone où vous voyez cantonner les troupes de la CEMA et une autre zone où vous voyez cantonner les troupes de la plateforme. Non, mais Serge vient de toucher du doigt l'autre déterminant de la sécurité, le roux de la drogue. Donc, tant que l'insécurité et le djihadisme, le roux de la drogue, tant que ce problème n'est pas réglé, on n'est pas sûr effectivement qu'il y aura une paix durable au nord. Mais il ne faut pas oublier que cette fois-ci, je crois, l'ingéniosité du médiateur a été d'associer les politiques et les militaires. C'est la première fois qu'on voit Agnajim et Gamou, effectivement, discuter très, très clairement de la question. Et je crois qu'ils ont trouvé une paix des braves simplement parce que la question du Nord est fait des victimes, surtout Touareg, quel que soit du côté où les victimes tombent. Et comme outil de décrispation, on peut l'ajouter, vous avez eu quand même l'échange des prisonniers entre le gouvernement malien et les rebelles. Il n'y a pas... toujours un nombre inégal, ça j'ai jamais compris quoi. Tout à fait. On va parler du dernier thème de l'émission, le Burkina Faso, mais on essaie de rester au nord pour transiter vers le Burkina avec cette photo de Mamadou Djeri Maïga, qui avait été arrêté à Ouagadougou avant d'être relâché. On parlait d'une implication ou non dans le coup d'État du général Gilbert Diendéré. Est-ce que vous y avez cru, monsieur Bamba, avant de commencer à parler du Burkina Faso, cette implication de Mamadou Djeri Maïga, du MNLA? Non, je voulais juste dire que les aéroports ne le réussissent pas. Ils devraient commencer par voyager à Abdul Chamel, peut-être. C'était hier à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Donc, non. Moi, je pense que c'est des connexions. Par exemple, le 1er octobre, quand le général Diendéré s'est rendu aux autorités, on a fait recueillir ses dépositions. Et dans ces dépositions, les autorités accusaient et le général et l'autre général, comment il s'appelle encore, Bassolé, d'avoir demandé du renfort de la part de forces extérieures qu'on ne connaissait pas. Alors, c'est à la suite de ça que lui, le même jour, il est à l'aéroport. Donc les gens ont fait les connexions. Surtout que lui-même, il a officiellement reconnu qu'après le départ de Blaise, du président Blaise, leur seul interlocuteur en réalité n'était plus Bassolé, mais c'était Diendéré. Donc ils étaient au courant l'un de l'autre. Okay. Donc les gens ont finalement fait le lien. Mais on ne peut pas dire... Je crois qu'il voyageait au mauvais moment. Moi, je me souviens, lorsqu'il a été interpellé, je l'ai appris très rapidement, et j'ai sonné son téléphone, il a décroché. Il était peut-être déjà en garde à vue. Donc, à partir du moment où il a son téléphone en garde à vue, cela veut dire quand même que c'était des vérifications qui étaient en cours. Il était au mauvais moment, là où il ne devait pas être, et puis finalement, ils ont vérifié. Je crois qu'au bout de 3 heures après, ils l'ont ramené chez lui à la maison. Mais effectivement, comme vous le dites, les aéroports ne lui portent pas chance. À Abidjan, la dernière fois, la presse malienne avait dit
qu'il avait été arrêté avec des centaines de millions de francs CFA. Il a démenti. J'espère qu'il ne sera pas arrêté une autre fois. Voilà, Burkina Faso. C'est pas qu'il a démenti, c'est que c'était faux. Ouais. C'était faux qu'il était pris avec de l'argent. Burkina Faso, justement. Non, mais c'était simplement, si vous vérifiez, c'était simplement parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas reçu encore l'ordre de surseoir. Voilà, l'application du mandat. Voilà, Burkina Faso, nous y sommes, justement, avec le démantèlement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle et l'arrestation du général Gilbert Diendéré. Le président de la transition, Michel Kafando, s'est personnellement rendu au camp Nabakoum pour féliciter, selon ses termes, les boys. Nous l'écoutons ici. Et désormais, c'est une armée nationale restaurée dans sa dignité. Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant de miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine. Oui, la rébellion sans perte en vie humaine, c'était une rébellion, M. Bamba? Non, moi je ne pense pas que... C'est pas comme celle du Nord Mali. Non, c'est pas comme celle du Nord Mali. Et puis je ne peux pas aussi penser qu'il n'y a pas eu de bilan, quoi. Et sur Internet, il y a des chiffres qui circulent. Il y a certains même qui pensent que des rescapés sont rentrés dans la clandestinité. Et il n'est pas exclu demain que le Burkina puisse être aussi une poudrière comme l'a été la Côte d'Ivoire ou le Mali. Ce n'est pas exclu. Okay. Le respect démantelé, Adam Diendéré aux arrêts, est-ce qu'on peut dire enfin le dénouement au Burkina Faso? Déjà, on peut dire enfin parce que rien ne laissait présager un dénouement aussi rapide. Alors, aujourd'hui, il y a un dénouement. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. On a dit qu'il y a 800 RSP qui ont rejoint l'armée. Cela veut dire qu'il y a... Sur 1300. Voilà, sur 1300, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont encore dans la nature. Il faut simplement espérer, comme l'a dit Bamba, que le Burkina Faso ne sera pas une autre zone d'insécurité dans le Sahel, en plus du Mali, en plus de ce qui se passe en Libye, en plus de ce qui se passe dans les frontières Niger, Tchad, etc. Parce que Diendéré, on le sait, et c'est la raison pour laquelle Djeri a été interpellé, c'est parce qu'il était l'interlocuteur, effectivement, sous Compaoré, des partis rebelles. Vous voyez pourquoi notre ami Chana Takou n'est pas venu aujourd'hui, parce qu'il savait qu'on allait parler du Burkina. J'espère qu'il n'a pas au Burkina. Moi, je voulais dire d'abord bravo au Moro Naba. Je pense que c'est lui qui a empêché une confrontation entre ces deux branches de l'armée. D'abord, j'ai dit que les autres étaient arrivés à 50 km aux portes dans les faubourgs de Ouagadougou, il est intervenu, il les a reçus, ils ont signé un pacte, les autres ont reculé, d'autres... Alors, finalement, est-ce que c'est un dénouement total? Non. Je pense qu'on a évité un conflit, on a évité une bagarre, même des affrontements au sein de l'armée, mais cela ne veut pas dire que le problème est pour autant réglé. Celui qui va régler définitivement le problème de l'armée au Burkina Faso, à mon avis, c'est le futur président de la République. Absolument. Ce n'est pas, à mon avis, la transition qui va régler définitivement le problème de l'armée. Monsieur Diendéré s'est rendu. Il ne va pas probablement être jugé avant 3 mois, avant 6 mois, parce qu'il faut instruire le dossier. Donc, à mon avis, c'est le futur président. Ce qu'il faut remarquer, souligner dans le cas du Burkina Faso, on a de l'extérieur peut-être minimiser la détermination du peuple burkinabé de refuser d'accepter ce coup d'État-là. Ils ont bloqué tout le système, c'est-à-dire que les militaires putschistes ne pouvaient pas rester au pouvoir parce qu'on brûlait à l'intérieur, on brûlait dans les villages. Il y avait une désobéissance civile de fait qui a fait qu'ils ont été obligés de reculer. S'ils ont reculé, c'est essentiellement parce qu'ils ont senti que les Burkinabés ne voulaient pas d'eux. Et ça, il faut le relever. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut relativiser le rôle du Moro Naba. Il était là quand Compaoré voulait tenter la révision constitutionnelle. Il a dit à Compaoré de ne pas le faire. Oui, mais il l'a tenté. Attention. Alors, il a tenté, et ce n'est pas lui qui a renversé Compaoré, c'est la rue qui a renversé Compaoré. et il y a une force qu'il ne faut pas sous-estimer au Burkina et qui est plus importante que même le futur président et l'actuel président de transition, c'est la rue. C'est elle qui a refusé cela, et tant qu'elle monte la garde, tant qu'elle ne baisse pas la garde, je pense effectivement que le processus révolutionnaire sera sauvegardé.
il y a une grande différence, à mon avis, entre ce qui s'est passé au Burkina et ce qui s'est passé au Mali. Et la CEDEAO, effectivement, ne l'a pas bien comprise. Au Mali, c'était pas une insurrection populaire qui a eu raison d'ATT, c'était un putsch. Au Burkina, c'est une insurrection populaire qui a eu raison de Compaoré, et c'est une insurrection populaire qui a eu raison de Diendéré. Est-ce que un autre signal n'est pas venu du Burkina Faso, M. Bamba, dans la stratégie pour porter échec au coup d'État en Afrique? Parce que quand Diendéré a fait son coup d'État, quand il a regardé derrière lui, il n'y avait aucun syndicaliste, il n'y avait aucune organisation de la société civile, de la jeunesse, des femmes, aucun leader religieux, aucun homme politique n'est allé à son palais pour lui faire allégeance, à la différence du Mali par exemple. Est-ce que pour pouvoir porter échec au coup d'État, il ne faut pas laisser le putschiste seul? C'est la seule façon peut-être que le coup d'État ne puisse pas prospérer. C'était un signal, un enseignement aussi. Non, un enseignement, une très belle leçon à apprendre. D'ailleurs, nous, on a fait ce parallèle entre ce qui s'est passé au Burkina et ce qui s'est passé ici. Parce qu'à Kati, les gens se bousculent sur la politique. Voilà, les politiques sont allés. Et vous avez vu aussi le comportement des anciens premiers ministres. Ah oui, vous avez vu aussi le comportement de l'Église catholique, des religieux, par exemple. C'est différent, par exemple. L'implication de Monseigneur de Bobo-Dioulasso, de l'Église catholique de façon générale, était aux côtés du peuple. Et ça, c'est une première leçon. Une seconde leçon, c'est dire aux conseillers des présidents qu'entre la légalité et la légitimité, c'est la légitimité toujours qui finit par l'emporter, parce que c'est la légitimité qui est la voix du peuple. Oui. Alors, si c'était légal de faire sa révision constitutionnelle, comme Denis Sassou d'ailleurs qui veut le faire, mais du point de vue de la moralité politique, du point de vue de la légitimité, de l'acceptation de ces réformes-là par le peuple, il y a une grande différence. Diendéré aux arrêts, est-ce que ce n'est pas le calme avant la tempête? Est-ce que ce n'est pas un coulis encombrant? C'est un peu la boîte noire de l'appareil d'État au Burkina Faso depuis 30 ans. Il peut peut-être déranger beaucoup de candidats à la prochaine présidentielle. Est-ce qu'il n'est pas encombrant, Diendéré? Je pense qu'il ne va pas déranger les candidats parce que d'abord, il n'a pas la liberté de parole. Il faut qu'il puisse avoir un téléphone, peut-être enregistrer un message comme l'a fait un certain Sanogo ici, mais il va le faire une seule fois. Et il n'est pas influent là où il est, si tu veux. Je ne le vois pas exercer une influence sur les futures élections. Si on faisait le procès tout de suite avant... Ça m'étonnerait, il faut instruire. C'est possible parce qu'en fait, le dossier a été transféré à la justice militaire. Oui. Et il est possible effectivement que les anciennes affaires sur lesquelles il y avait des investigations comme l'affaire Sankara, Norbert Zongo, le rattrapent aussi. Donc, pas avant l'élection, l'affaire est en train d'être instruite. Ce qu'il faut souhaiter, c'est une transition courte au Burkina. Il ne faut pas que les autorités de transition aient l'impression qu'après l'échec du push, que c'est un chèque en blanc qu'on signe, qui doivent rester encore longtemps. Il faut organiser des élections transparentes, élire un président démocratiquement, et ce président, élu démocratiquement, aura les coups de franche pour résoudre un certain nombre de problèmes. 30 secondes, on est au terme. Moi, je voulais simplement dire que les transitions doivent savoir qu'elles sont éphémères. Et en tant que telles, elles ne peuvent pas tout embrasser. Aujourd'hui, il ne relève pas, de mon analyse, de la responsabilité de la transition de vouloir régler ou purger le dossier Sankara. Il ne relève pas de la transition de juger les anciens dignitaires. Ils doivent circonscrire leur action dans l'organisation de très bonnes élections transparentes et crédibles. Mais ce que je soupçonne les autorités de la transition de se préparer un futur. En réalité, ils veulent, avant de partir, se laisser une image telle que, si demain, quelqu'un d'entre eux veut revenir, qu'il puisse crédibiliser ça. Comme l'a fait ATT, par exemple. Et ce sera le mot de la fin. Ainsi prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Ram Thiam du Républicain. Mame Diarra Diop du journal du Mali.com n'a pas pu être sur le plateau. Un reportage à l'aéroport de Sénou, l'arrivée des pèlerins. Sur le plateau également Ousmane Bamba de Info 7 et Serge Janel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre débat sur Africa Télévision.